Bon, c'est notre première en live, vous nous excusez. Écran.fr, le podcast. Erwan Cario, bonjour. C'est le dernier épisode de la première saison du podcast d'écran.fr et émission exceptionnelle, on est en live à la Japan Expo au stand No Life. Bonjour le stand No Life, bonjour. Ah, on n'a pas de retour du public. Ah, ils sont tous en train de dérouler. Merci. Ils sont trop sympas. Émission exceptionnelle aujourd'hui, donc on va recevoir pour commencer l'émission Thomas Sirdel, le vice-président de Japan Expo. Bonjour Thomas. Bonjour. On parlera évidemment de nos sujets habituels, Facebook, Google, la fin de Lost, des trucs qui ont fait parler d'eux comme Chatroulette, Adopi, etc. Et on recevra en deuxième invité un certain Sébastien Ruchet d'une petite chaîne de télévision toute petite qu'on connaît pas trop, qui s'appelle No Life. Mais on va commencer avec la spécialité du podcast d'écran.fr, c'est ce qu'on appelle l'internet bullshit. Vous savez, des fois, quand vous allumez la télévision, quand vous écoutez la radio, il y a des gens, ils parlent d'Internet, ils parlent des jeux vidéo, ils savent pas trop de quoi ils parlent. Et donc, on en a fait 22 pendant la saison, ou une vingtaine. Et on en a choisi 3. En troisième position, c'est la députée Chantal Brunel. Elle s'exprimait sur le plateau de Madame Figaro. Et elle parlait il faudrait organiser un Copenhague de l'Internet. On va écouter ce qu'elle nous raconte. Ce que je crois, c'est qu'il faut faire quand même convoquer, il faudra un jour se regrouper Internet de façon internationalement, faire un Copenhague de l'Internet, qu'on convoque les fournisseurs d'accès Internet pour interdire et pour qu'ils ferment tout de suite l'accès à ces sites, et on réglerait accessoirement en plus le problème de la création artistique, qui est tout à fait d'un autre ordre, mais qui est aussi le problème qu'on recopie très facilement toute la création artistique. Alors, qu'est-ce qui vaut à Chantal Brunel? Alors, je vais oublier, c'est le track, excusez-moi, j'avais oublié d'accueillir l'équipe d'écran.fr. J'étais tout seul jusqu'ici, pardon. Alexandre Hervaux, bonjour Alex. Salut tout le monde. Camille Gévaudan, bonjour Camille. Bonjour. Grégory Rosière, bonjour Grégory. Salut. Et Andrea Fradin, bonjour Andrea. Salut. Et donc, on revient à Chantal Brunel sur le plateau de Madame Figaro. C'est quelque chose qu'on a eu depuis longtemps, c'est dès qu'on parle de choses sérieuses comme la pédopornographie, les violences faites aux femmes, qui sont des choses évidemment qu'il faut combattre. Les gens se mettent à vouloir filtrer Internet et du coup filtrer les contenus, la musique et combattre le téléchargement illégal et le piratage sous couvert de combattre la pédopornographie. Voilà, c'est ce qui lui a valu cette petite troisième place. Mais c'est pas fini, évidemment. En deuxième place, on va aller, c'était début janvier, c'était envoyé spécial, et il s'intéressait à un monde qui nous intéresse, qui intéresse à Japan Expo, c'était le monde bizarre des adolescents. C'est peut-être la limite et le cœur de cette génération. Ces sentiments profonds et bien réels. Loin des regards, ils gardent tous cette pudeur adolescente, comme un jardin secret qui se passe très bien des images et qui grandit à l'ombre de leur monde virtuel. Alors pourquoi ce son-là? C'était un envoyé spécial sur les ados, ces grands inconnus. Et donc on apprend que les adolescents s'abritent à l'ombre de leur monde virtuel, vivent en 3 dimensions, dans des mondes en 3D, enfin bon, des choses très très exceptionnelles, évidemment. Alors on l'attend. Et quand on a voté, on n'a pas trop hésité sur celui-là. C'est le premier, je vais y arriver, le premier Internet bullshit de l'année. Et quel Internet bullshit? Là, vous allez le reconnaître, peut-être pas au début, mais allez, un petit effort. Un écran peut vite vous rendre accro et vous faire perdre les réalités de la vie quotidienne. L'addiction à la vidéo, plus précisément aux jeux vidéo, était au cœur d'un débat cette semaine à la Sorbonne. Libé nous parle ce matin de ce colloque consacré à la cyberdépendance. Les spécialistes parlent de conduite addictive qui concernerait 6 à 800 000 personnes chaque année en France. Un phénomène plutôt préoccupant, raconte le journal. L'an passé, le service addictologie de l'hôpital Marmottan, c'est à Paris, a reçu 300 patients en consultation pour ce genre de problème. Souvent des jeunes qui passent leur journée derrière un écran à se goinfrer des meuporgs, explique le journal. Les meuporgs étant le nom barbare qui désigne les jeux de rôle en ligne auxquels on prend part avec d'autres compagnons virtuels. Non. Ça s'appelle comme ça, je suis désolé. Mais ça s'écrit comment? Ça s'écrit MMMPORPG.
Ah oui. Voilà. Bon, bah, il vaut mieux le voir écrit. Hein, Exactement. que de le prononcer. C'est difficile à dire. Alors, le Meuporg, évidemment, grand gagnant de l'Internet bullshit de ce début 2010. Et on n'a pas pu se retenir. On vous a retrouvé, évidemment, on l'avait passé dans l'émission d'après, le grand remix Meuporg. Parce que ça fait parler de lui. L'an passé, le service addictologie de l'hôpital Marmottan, c'est à Paris, a reçu 300 patients. 300 patients. Wow. Souvent des jeunes qui passent leur journée derrière un écran à se goinfrer des Meuporg. Voilà. Meuporg, à se goinfrer des Meuporg. Souvent des jeunes qui passent leur journée derrière un Meuporg. Voilà. Meuporg. Ça s'appelle comme ça, je suis désolé. Et ça s'écrit comment? Ça s'écrit MMMEOPRMMEOPROPPPG. Voilà. Meuporg étant le nom barbare qui désigne les jeux de rôle en ligne auxquels on prend part avec d'autres compagnons virtuels. Meuporg. Bon, on va peut-être arrêter avec ça. Alors, faut quand même se souvenir que c'était grâce à un article de Libération quand même, Ouais. parce que ce chroniqueur de Télématin avait eu toutes ces informations, les MMMPORPG. Donc, en fait, dans Libé, on vous rassure, c'était écrit MMORPG. Hein, enfin, voilà, on fait pas quand même ce genre de bêtises par chez nous. Donc, dans Télématin, l'internet bullshit de ce début 2007. Voilà, c'était sur notre best-of. On va commencer avec Thomas Sirdet. Donc, on est un an de travail, évidemment, pour arriver à cette édition, à cette 11e édition de Japan Expo. Pour l'instant, ça se passe comment? On est vendredi. Jusqu'à présent, tout va bien. Jusqu'à On touche du présent, bois. tout va bien. Il y a pas mal de monde. Les invités qui avaient dit qu'ils venaient sont venus. C'est pas mal déjà. Les exposants sont au rendez-vous aussi. Il se passe plein de choses partout. Donc on voit vaguement la concrétisation de tout ce qu'on a fait depuis septembre dernier. Ouais, c'est une intuition. C'était une intuition quand j'ai posé la question, mais c'est effectivement un an de travail pour préparer la Japan Expo. Alors en fait, j'ai sous les yeux sans doute le graphique le plus impressionnant concernant la Japan Expo. C'était première édition, une affluence de 3200 personnes. Et la prévisionnelle pour la 11e exposition, donc en une décennie, on arrive à 180 000 personnes attendues. C'est quoi le secret? Oula. Il n'y a pas vraiment de secret en fait. Quand on a commencé à faire Japan Expo, on l'a vraiment fait comme étant un endroit où nous, en tant que fans, on pouvait montrer à d'autres fans des choses qu'ils n'avaient pas forcément vues et essayer de partager un peu notre passion. Et il se trouve que des fans, il y en avait beaucoup et que peu à peu, ils se sont réunis et puis la sauce a pris de plus en plus. Ça nous a donné de plus en plus de moyens aussi, donc on a pu faire de plus en plus de choses. Et de là à dire qu'il y a une recette, je pense que demain, tu me dis de faire la même chose avec du camembert, on n'y arrivera pas. Ah ouais, le camembert expo, ça marchera pas. Non, camembert expo, c'est pas c'est ça. Voilà, pas le le. truc. D'ailleurs, donc tu m'as expliqué avant l'émission pourquoi on parle de Japan Expo et de pas de la Japan Expo. On peut reprendre donc la même explication qui est que quand on s'adresse à toi, on dit pas le Erwan, mais on t'appelle Erwan. Il se trouve que le nom du festival c'est Japan Expo. Et donc on va à Salon de l'Agriculture. Ah bah non, on va Voilà. Ouais, on va à le. Bon d'accord, ok. ok, donc bah, j'ai tort. Donc vous êtes à Villepinte depuis quand? Depuis 2006. Depuis 2006, c'est les affluences quand ça a commencé à arriver 80 aux 80 000. C'est quoi les grandes dates, les trucs dont tu es le plus fier de cette année, les grands événements de cette année? Les grands événements de cette année, le premier c'est d'avoir accueilli Tsukasa Hojo, qui est un des auteurs mythiques. Je pense qu'à peu près tout le monde à cette table a vu Nicky Larson, Cat Size à la télé. Et de recevoir quelqu'un comme ça chez nous, ça fait partie des consécrations, enfin des choses, quand on a commencé, on se disait un jour ça se trouve, il y aura machin, il y aura bidule, il en faisait partie quoi. Et là il est là et tu t'es agenouillé quand tu l'as vu pour la première fois ou Non, je me suis caché puis j'ai versé ma petite larme. Et donc oui, à part ça, où j'en étais, Alex. C'est à moi de poser une question maintenant. C'est parce qu'il a perdu ses feuilles. Ouais, je pense que voilà, c'est j'avais perdu mes feuilles.
Par rapport à l'évolution du festival, on l'a dit, il y a énormément d'affluence, donc de public qui est venu en plus, mais aussi énormément d'exposants, énormément de marques qui sont présentes pour vendre leurs choses. Ça va du studio de cinéma, Warner, aux éditeurs de jeux vidéo. Bien sûr. Comment vous faites le tri un petit peu pour savoir ce que vous acceptez, jusqu'où vous ouvrez le salon comme ça? Est-ce que certains pourraient appeler peut-être une dérive un peu mercantile, etc. Comment est-ce que vous arrivez à jauger un peu, à canaliser l'étendue des personnes comme ça que vous invitez? D'accord. La première chose, c'est que une des premières barrières à passer, c'est de savoir si nous, on aime ou pas les choses qui sont proposées. Au sens où, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a créé l'événement parce qu'on avait envie de partager des choses avec les gens. Et du coup, on peut reprendre le camembert, mais le fabricant de camembert viendra jamais jusqu'ici. Même si j'aime bien le camembert, mais il n'a rien à faire ici. Après, pour ce qui est d'extensions comme Warner ou ce genre d'exposants, il faut savoir qu'aujourd'hui, on a associé à Comic-Con quelque chose qui était l'art vert depuis des années, qui est en fait, on va dire, un pendant de la pop culture plus occidentale, qui existait déjà ici, parce qu'on a des jeunes créateurs français qui présentent des choses. Quand on a présenté Molly Star Racer, on n'aurait jamais dû le présenter à Japan Expo en soi. Mais c'était intéressant à montrer le travail de Savin. Et du coup, en creusant ce truc-là, on s'est aperçu qu'on avait envie de montrer plus de séries télé, de choses absolument pas japonaises. Donc on a créé une autre partie en fait, un événement à part qui s'appelle aujourd'hui Comic Con France, qui a lieu dans le hall d'à côté et qui, avec la frontière du jeu vidéo, qui a l'avantage d'être partagé entre les deux univers. Et après, en termes de volume mercantile, on va dire, il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, on commercialise un tiers de la surface du festival. Le reste est dédié aux associations, au contenu qu'on apporte, aux deux scènes qu'on a au fond, une pour la musique, l'autre pour l'ensemble des autres activités. Finalement, ça représente pas grand-chose. C'est impressionnant parce qu'on entre, c'est le premier truc qu'on voit, mais en fait, derrière, c'est un ensemble de jeux. On a l'impression qu'avec ce nom Japan Expo, vous arrivez à faire venir des gens complètement incroyables du Japon. On a parlé de cet auteur tout à l'heure. C'est vraiment du haut nom. On est Japan Expo. Vous êtes un peu une émanation du Japon en France. C'est ça que vous êtes devenu en fait. Et ça vous aide à faire venir des gens complètement incroyables. Et vous êtes le plus grand festival en Europe sur le sujet. Oui. Du coup. On est même le seul à parler du Japon de manière générale. C'est-à-dire que souvent, on peut retrouver des conventions, des festivals, des salons, mais qui vont traiter du manga et de l'animation, alors que nous, on essaie vraiment d'élargir au maximum. Aujourd'hui, on est sans doute un beau tremplin pour le Japon, pour se présenter aux Européens. On n'est pas une extension du Japon parce qu'on ne répond pas au Japon. Enfin, aujourd'hui, on fait vraiment ce qu'on veut. Mais c'est vrai que, par exemple, ça nous a permis de beaucoup travailler avec le gouvernement japonais, notamment le ministère de la Culture et le ministère de l'Industrie, et donc de rencontrer les ayants droit de contenu qu'on rêvait de montrer, qu'on a pu montrer. C'est comme ça qu'on a pu débloquer les dramas, par exemple, et aujourd'hui présenter officiellement du drama sur le festival, alors qu'avant, c'était introuvable. C'est parce que, grâce à leur soutien, on rencontre les bonnes personnes Et en parlant d'ayant droit justement et de contenu, etc., on peut voir sur certaines affiches du festival à côté des plans, nous ne soutenons pas le piratage, la contrefaçon, etc. Parce qu'on sait qu'il y a quand même, malgré l'engouement en France, la principale source pour beaucoup, c'est via les réseaux de peer-to-peer, etc., aussi bien pour choper des animés que même des BD, des mangas. Vous, comment vous vous positionnez par rapport à ça? Vous savez que vous devez énormément la notoriété à des gens qui ne peuvent s'offrir que par Internet les offres, les contenus culturels. En même temps, voilà, vous êtes un petit peu... En fait, en tant qu'événement, on a une position un petit peu étrange, parce qu'on n'est pas dans l'industrie, à proprement dit. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne va pas souffrir du téléchargement, ça n'a pas d'incidence directe, voire ça a une incidence que certains pourraient considérer comme positive, puisqu'il y a des gens qui découvrent ces contenus grâce au piratage, à ce genre de choses. Maintenant, notre travail, c'est de réunir justement toutes ces industries, et de montrer aux gens qui ne voient ça qu'au travers d'Internet que derrière, il y a des vraies équipes qui travaillent pour leur ramener ce contenu-là. On est aussi là pour essayer de faire passer des messages comme ceux qu'on affiche, pour expliquer les conséquences du piratage. Beaucoup de gens ne voient pas, se disent, de toute façon, c'est disponible, pourquoi je ne le prendrais pas? Alors que justement, toutes ces démarches
Dans l'explication, on dit non au piratage. On va pas critiquer les gens qui piratent. On va juste dire attention, si on pirate, c'est moins de revenus pour les créateurs. Moins de revenus pour les créateurs, c'est moins de créateurs. Donc à un moment donné, on manquera de nouvelles choses à découvrir. Merci Thomas Sirdet. Une dernière question. Je reviens sur cette croissance, c'était ma première question. Le graphique est quand même très très impressionnant. Japan Expo dans 5 ans, vous l'imaginez comment d'ici 5 ans? Voilà, on s'est tellement trompé quand il y a 5 ans, on imaginait ce qui se passerait 5 ans après, qu'aujourd'hui on va arrêter les pronostics. Le million de visiteurs J'espère. Pourquoi pas? C'est le plus grand mal que je nous souhaite. Mais voilà, non, ce serait trop compliqué d'imaginer ce qui va se passer. Ok, je vous remercie. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Thomas Sirdet, vice-président de Japan Expo. On continue avec le programme du podcast. On va te laisser t'en aller. Alors, évidemment, tu es très très pris ces jours-ci. On continue avec les événements un peu marquants de cette... On passe entre les fils. C'est les événements un peu marquants de ce début d'année. Et on commence avec toi, Camille, rapidement, parce qu'on va pas faire un podcast de 4 heures. Rapidement, le sujet, un des sujets de ce début d'année, c'était évidemment... C'est Facebook qui a eu une cascade absolument dingue de scandales à répétition. Voilà, c'était le petit son Facebook. C'est une chanson grecque. Voilà, c'est une chanson grecque où elle parle de Brad Pitt et de Facebook. Ouais, elle aimerait bien rencontrer Brad Pitt via Facebook. On est toujours en recherche de la signification, mais c'est un merveilleux what the fuck à voir sur écran. À voir sur écran. Donc Facebook, en ce début d'année, ça donne quoi? Nous, on a enchaîné les titres sur les scandales sur la vie privée et les conditions d'utilisation de Facebook qui n'ont pas arrêté de s'ouvrir et de s'élargir. On se souvient d'un épisode de début d'année où les conditions d'utilisation par défaut, les paramètres de confidentialité par défaut ont totalement changé. Et du jour au lendemain, on demandait, en se connectant, d'accepter des nouveaux paramètres par défaut qui rendaient nos informations visibles. Non seulement à tout le monde sur Facebook, mais en plus à tout le monde sur Internet. Voilà, c'est que ce réseau privé, le réseau social privé, ne devenait plus privé du tout. Ce qui était avant disponible à son cercle d'amis et ensuite disponible à son cercle, à son réseau, à tout son pays ou toute son école. Après à tout Facebook, après à tout Internet via Google. Et on a même eu plusieurs fois des bugs ou des erreurs de leur part qui ont rendu des données qui auraient jamais dû être publiques. Totalement accessibles. Il y a une fois où il y a un jour où on pouvait voir le chat de ses amis, les chats privés de plusieurs autres de ses amis auxquels on n'aurait jamais dû assister. Et on pouvait le voir directement sur sa page de manière Facebook. très simple, il fallait pas être un pirate. Et voilà, il y avait des codes JavaScript, 2-3 codes JavaScript, et hop, on avait accès à tout le contenu des chats privés. C'était assez exceptionnel. On a aussi appris récemment que, ils balançaient aux régies publicitaires partenaires les identifiants et les noms des gens qui cliquaient sur leur pub, alors que les régies publicitaires n'auraient jamais dû avoir ce genre d'infos. Donc ça s'est accumulé comme ça au cours de l'année, et ça a fini par une espèce d'explosion quand il y a 2 Canadiens qui ont organisé le Quit Facebook Day, où 35 000 personnes ont promis de quitter Facebook. Alors ils n'ont pas été 35 000 à le faire. On rappelle que Facebook, c'est plus de 400 millions d'utilisateurs dans le monde, bientôt 500 millions d'utilisateurs. Et c'est aussi pour ça que, avec cette façon de prendre la vie privée des gens par-dessus la jambe, c'est assez clairement, ils font peur parce que ça devient les concurrents de Google. Il faut savoir qu'ils vont lancer leur propre moteur de recherche dans les semaines qui viennent. Et c'est vrai qu'avec des gens qui se foutent complètement de la vie privée, ça inquiète un petit peu. Ce qu'ils ont réussi à faire, c'est à lancer des projets parallèles finalement. Il y a des mecs qui veulent faire un Facebook alternatif ouvert et transparent qui s'appellerait Diaspora. Donc on attend de leurs nouvelles. On attend de leurs nouvelles, ce sera pour la deuxième partie de 2010 évidemment. Grégory, toi c'était au début d'année, c'était Google qui disait la Chine c'est fini pour nous. Voilà, donc l'autre géant d'internet qui disait donc le 12 janvier, ils ont été victimes d'une attaque en fait par des pirates informatiques qui sembleraient venir de Chine, donc d'après ce que disait Google. Et à la suite de ça, ils ont dit voilà, nous on arrête, on va partir, ou si on part pas, on censure pas le moteur. Donc à partir de ces preuves, donc ils ont commencé à dire ça, Hillary Clinton qui est montée au créneau, c'était assez marrant en fait, on avait l'impression de voir un peu 2 pays s'affronter alors que c'était une entreprise contre un pays qui compte quand même 1,5 milliard d'habitants. Et donc Pékin lui a réagi en affirmant simplement que le gouvernement interdisait le piratage, donc c'était pas eux, et qu'en plus de ça, le fait de guider le peuple chinois c'était nécessaire et il n'y avait rien à dire de plus.
Voilà. Alors, pendant quelques mois après, jusqu'en mars, il y a eu des trucs assez marrants. Il y a eu des allers-retours. D'un coup, à un moment, Google il dit allez c'est fini, on s'en va, et puis on laisse un peu de temps. Et du coup, tous les commentaires étaient là. Google retourne sa veste, il retourne pas sa veste. Finalement, il y va ou pas? Parce que il faut quand même voir que la Chine, c'est un marché de 400 millions d'internautes. Donc c'est important pour Google, c'est aussi 280 millions de mobiles, donc pour le Android et pour le Nexus One, c'est aussi quelque chose d'important. Donc c'était compliqué de partir. Et à côté de ça, Google n'a pas réussi à s'imposer parce qu'on sait que c'est Baidu, le moteur de recherche principal en Chine, qui est un moteur chinois. Voilà. Et donc ce qui s'est passé après finalement en mars, pour clôturer ça, c'est que Google a fait un petit doigt, on va dire, à la Chine, c'est que sur leur page google.cn, donc la page chinoise de Google, il y avait une redirection automatique vers la page de Google à Hong Kong, qui est donc l'autre Chine pas continentale. Voilà, donc et qui a qui n'était pas censuré et qui a des règles un peu plus souples, même si Hong Kong a été réintégré, c'est quand même une zone très particulière en Chine. Voilà, mais après ce qu'il faut voir, c'est que ça veut pas dire que les Chinois pouvaient avoir accès aux photos de la pièce de Tiananmen, aux fameux chars avec le militant chinois devant, etc. Parce qu'il y a toujours le Great Firewall de Chine qui file toutes les données qui s'en vont. Donc c'était bloqué, mais c'était pas Google qui a autocensuré. Donc d'un côté il restait en Chine et de l'autre côté il disait regardez on est beau, on est fort, don't be evil. Donc c'était absolument magique. Et puis de mars jusqu'à juin ça s'est calmé. Le gouvernement chinois a bien sûr dit que c'était une attitude totalement irresponsable. Et en fait il y a quelques jours, en début de semaine, le 29 juin, la veille en fait de la renégociation de la licence de fournisseur de contenu de Google qui est accordée par la Chine, Google a fait un geste pour essayer de garder cette licence, sans quoi il n'aurait pas le .cn. Et donc en fait ce qu'ils ont fait, au départ, moi j'ai cru une blague, parce que ce qui se passe quand on va sur google.cn, c'est qu'on a une image. C'est vrai que c'est assez original comme façon de contourner la chose. Voilà, il faut plus une redirection automatique, c'est qu'une image, et il n'y a rien d'autre, c'est un lien, et quand on clique, on arrive sur le Google de Hong Kong. Oui, l'image qui fait semblant d'avoir le champ de recherche, les boutons habituels, mais ça marche pas. Voilà, quand on prend à cliquer sur le moteur de recherche pour rentrer son texte, et ben on est redirigé. Voilà, c'est une solution. On ne connaît pas encore la réaction officielle du gouvernement chinois. C'est pas évident qu'avec ça, Google réussisse à garder son moteur de recherche en Chine, en tout cas. Voilà, on continuera tout à l'heure ce petit point sur ce qui nous a marqué en ce début d'année, mais, et oui, mesdames et messieurs, nous avons la chance, nous sommes sur le stand de No Life, nous sommes à Japan Expo et nous avons la chance l'honneur d'accueillir Sébastien Ruchet, le big boss de No Life. Bonjour Sébastien. Bonjour Écran.fr, bonjour Erwan. Voilà, bravo, allez, un petit peu. Voilà. Merci. Donc voilà, nous, évidemment, ça nous fait plaisir de te recevoir. On aurait pu te recevoir avant à l'intérieur du podcast quand on enregistre dans des conditions idéales à Libération. Mais bon, c'est pourquoi pas, c'est une bonne occasion. Donc No Life, Still Alive. Still Alive, voilà. On a fêté les 3 ans de No Life. No Life, une chaîne un peu spéciale, je crois, un peu unique au monde dans son modèle sur les sujets qu'elle aborde et sur la manière de les aborder. Donc les sujets, c'est quoi ? C'est le Japon, la musique japonaise, les mangas, les dessins animés, la mode, plein de choses. Et aussi le jeu vidéo, mais le jeu vidéo dans son ensemble, dans le monde entier. Et encore, mais j'en oublie, attendez, il y a de la BD, il y a des comics, il y a des mini-séries, des shortcoms qu'on diffuse et qui marchent super bien. Il y a vraiment plein de choses. Et c'est toujours une chaîne indépendante en France. Voilà. Et c'est quand même à noter, hein, quand même. Ouais, ça veut dire qu'on peut faire des choses exactement comme on l'entend. Comme on l'entend, ça veut dire bien pour nous. Voilà. On espère. Alors, moi, je me rappelle que j'étais venu vous voir 4 mois avant la première émission de No Life. On entendait parler de vous sur Internet. Et donc, voilà, c'était dans les petits bureaux. Ça n'existait pas encore. Vous saviez pas trop encore comment ça allait marcher. Vous espériez être lancé 1 mois plus tard. Finalement, il a fallu attendre en juin. Donc moi, je vous ai vu en février. C'était déjà le début de l'aventure était un petit peu rugueux. Il a fallu un peu de temps, effectivement. Et est-ce qu'aujourd'hui, 3 ans après, est-ce que c'est la chaîne que vous aviez voulu ? Oh oui. Ouais. Ah oui, évidemment. Enfin, quand on a créé No Life, c'était vraiment tout petit et surtout, on ne savait pas combien de temps on allait tenir. Est-ce que ça allait marcher ? Est-ce que ça allait pas marcher ? C'était tellement unique, tellement nouveau comme concept que on pouvait pas prédire ce que ça allait donner. On pouvait pas prédire, surtout pas qu'on allait être là 3 ans plus tard encore et qu'on aurait développé autant de choses. Et qu'il y aurait autant de fans devant le stand à Japan Expo. Oui, c'est complètement ahurissant. Mais oui, vous vous rendez pas compte, c'est un peu de la folie.
Et surtout que là, ça fait maintenant presque un an qu'on fonctionne avec un soutien de la part des téléspectateurs. Voilà, donc en fait, c'est les abonnés au service online de No Life qui permettent à la chaîne de continuer, c'est ça? C'est ça. Alors, comme d'autres chaînes, on a un service de télé de rattrapage. Nous, ça s'appelle No Life Online, donc c'est sur le site. Sauf que nous, c'est un service qui est payant. Voilà, pour 3 ou 5 euros par mois, on a accès aux émissions quand on veut, dans des qualités sympathiques, je pense. Et donc c'était la deuxième résurrection de No Life, parce que vous êtes quand même passé pas loin du trou. C'était la deuxième résurrection officielle. Officielle, ah oui, il y en a eu d'autres. Mais en fait, pour vous dire, No Life, c'est un projet où on a cru mourir 1000 fois. Et peut-être qu'on croira encore mourir 1000 fois à l'avenir. Je sais pas, j'espère. Hein. Oui. Croire en tout cas. Mais il y a toujours eu plein de choses très très dures à gérer pour pouvoir continuer. Et c'est un boulot incroyable qu'on a fait avec toute l'équipe, avec Alex aussi, qui est vraiment la vision de No Life, l'esprit de No Life, c'est lui. Moi, en fait, mon rôle, c'est de faire en sorte qu'Alex puisse faire No Life. Vous voyez ? Voilà. C'est ça. Toi, t'as un rôle, t'essayes de sauver No Life pour que Alex puisse s'amuser, c'est ça ? S'amuser, faire de belles choses. Faire de belles choses. Écoute, on parlera, on a un peu parlé du passé, on parlera de l'avenir, de ce qui vous attend, etc. Tout à l'heure, on reprend, alors, vous avez ça aussi sur No Life, ça s'appelle Temps perdu. Tout à fait. Chez Chronophage, chez écran.fr, ça s'appelle Les Chronophages. Et alors nous, depuis 4 ans maintenant qu'on existe, on regarde tout ce qui se fait en petits jeux flash. Et donc, ça veut dire que vous jouez au boulot ? Non, c'est notre boulot de jouer. Nuance. Ah, pardon. Voilà. Il faut être précis quand même. Tout est. Et donc en fait, on a décidé de choisir un peu le chronophage de ce début d'année. Alors, écoutons un peu ce que ça donne. Ça s'appelle Robots Wants Kitty et sa suite Robots Wants Puppy. Alors Camille, la spécialiste des chronophages, pourquoi ces deux jeux-là ? Parce que ça ressemble à un jeu de plateforme classique et ça n'est pas un, puisqu'en fait il n'y a qu'un seul énorme niveau qu'il faut découvrir entièrement avant de revenir à son point de départ. En fait, au début, on manie un petit robot et au début on a un chien juste à côté de nous. Ou le petit chaton, c'est le kitty ou le puppy qu'on veut récupérer. Il est de l'autre côté du mur. Il est de l'autre côté du mur et il y a juste une petite cloison entre les deux, ce qui fait qu'on peut pas l'avoir tout de suite. Et donc il va falloir faire le niveau en entier. Ça prend, la première fois que j'ai joué, j'ai dû mettre 1 heure à le faire. Et à faire le niveau et on apprend, on a nos capacités au fur et à mesure. D'abord on apprend à sauter, ensuite on apprend à tirer, et puis à voler, et puis avec le chat sur la tête, on fait l'hélicoptère, on marche au plafond et au bout d'1 heure, on arrive enfin à revenir au début et à retrouver le petit animal qu'on voulait. Et déjà, le graphisme est super chouette, la musique est super chouette et ça marche super bien. Et il faut préciser que Camille aime se mettre de vrais chats sur la tête aussi. Voilà, par ailleurs. Dans la vraie vie. Important. C'est pour ça que ça me touche personnellement. Ça te touche personnellement. Tu fais l'hélicoptère avec ton chat aussi. J'essaye de lui faire faire, mais il veut pas encore. Et tu passeras les trous comme ça. Donc en fait, c'est deux chronophages vraiment exceptionnels. Il y en avait eu d'autres cette année. Vous pouvez les retrouver évidemment sur la rubrique chronophage d'écran.fr. Une des références après et avec Temps perdu de No Life, évidemment. On continue sur ce qui nous a marqué en ce début d'année. Je suis désolé, cette fois-ci c'est moi qui lance les sons, donc c'est un petit peu plus artisanal que avec ton téléphone smart. Voilà, et c'est un peu plus artisanal que quand c'est notre réelle marque qui s'en charge. Mais écoutons, normalement c'est des passages où vous devriez reconnaître. Do you really think all this is an accident? That we, a group of strangers, survived? Many of us with just superficial injuries? You think we crashed on this place by coincidence? Especially this place? But I've looked into the eye of this island, and what I saw. Évidemment, c'était la 6e saison, et c'était la fin. Oui, donc on parle de la fin de la saison de Lost. Est-ce que
Voilà, le son s'est coupé, c'est merveilleux. C'est un peu bizarre, on ne s'entend pas du tout ici. Il y a une délicieuse musique japonaise derrière dont je tarde d'acheter l'album qui passe à fond. Donc Lost, 121 épisodes, une série de la chaîne ABC qui s'est achevée après 6 années de plus ou moins bons et plus ou moins loyaux services le 23 mai dernier aux États-Unis et quelques semaines plus tard en France sur TF1. Ça avait donc commencé le 22 septembre 2004. On savait pas trop ce que c'était. C'était une sorte au début de Robinson Crusoe sur une île avec des rescapés d'un crash d'avion. Voilà, et il se passait pas mal de choses avec des monstres de fumée noire, des habitants insulaires pas commodes. Et ça, il fallait donc que cette saison se termine et que cette série s'achève par la même occasion. Ouais, mais en fait, dès la saison 1, tout le monde se disait mais qu'est-ce que c'est ce truc Et dès la saison 1, les gens ont commencé à être accrochés. Puis après, il y a eu énormément d'abandon de téléspectateurs parce que ça devenait quand même assez relou avant un espèce de rebond créatif et scénaristique intéressant. Donc au final, il restait beaucoup moins de fans qu'à l'origine, mais il y en avait quand même. Et c'est peu dire que cette conclusion, on aura quand même déçu plus d'un parce que voilà, je vais essayer de pas trop spoiler parce qu'autour de cette table, il y a des gens qui n'ont pas encore fini de regarder Lost. Voilà. Merci. On va éviter de spoiler la fin de Lost à la Japan Expo. Disons juste et de se faire lyncher par disons par juste tout le monde. qu'à titre personnel, et je suis pas le seul à penser comme ça, il y a environ la moitié de la saison 6 qui s'avère ne servir strictement à rien. Voilà, ce qui est assez énervant et assez crispant une fois qu'on a passé tant de temps devant le téléviseur. Un truc assez amusant. En fait, juste parce que moi je l'ai pas vu, donc je risque pas de spoiler, mais j'ai entendu parler qu'il y avait des flashbacks. Après, il y a eu des flash forward. Oui. Et maintenant, en fait, dans la 6e, c'était des flash sideways. Oui, on était dans une espèce d'autre temporalité, un autre univers, un espèce de monde parallèle dont on connaît la signification que dans les 10 dernières minutes totalement à chier du series final. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc voilà, ça s'est terminé, mais c'est pas si terminé que ça, car dans quelques semaines sort le coffret ultime saison, les 6 saisons, du moins aux États-Unis. Et dans ce coffret-là, il y aura 11 minutes inédites, un épilogue qui raconte un peu ce qui se passe sur l'île à la fin de la saison 6 en fait. Donc il paraît qu'il y aura quelques surprises assez intéressantes, des personnages qui vont revenir. En même temps, en 11 minutes, ils vont pas sans doute pouvoir refaire le boulot si on peut dire, mais ça pourrait être intéressant. Et truc assez marrant que je voulais signaler aussi, les deux Lost avait été créé par trois scénaristes américains, dont J.J. Abrams qui s'est vite cassé pour aller faire du cinéma, Mission Impossible 3, Star Trek. Et le show était véritablement tenu par 2 personnes à la fin, Damon Lindelof et Carlton Cuse, qui sont partis maintenant dans d'autres directions. Et il n'y a pas plus tard qu'il y a une semaine, après l'interminable match de tennis, vous savez, qui a battu tous les records, sur son Twitter, Damon Lindelof, il a dit « J'ai trouvé la fin de ce match satisfaisant, mais j'aurais aimé qu'il réponde à plus de questions. » Voilà, donc c'était assez... il est taquin. Il est taquin. Épique, lol. Voilà. Bon, alors vu qu'on est entouré de gens a priori qui n'ont pas forcément 16 ans ou 17 ou 18, on va essayer de dire Kiki et Zigounette à la place de Bit. Je vais essayer. Tu vas essayer. Ouais, parce donc, que... évidemment, un des sujets de ce début d'année, c'était chatroulette, donc on passe à la partie croustillante ou moche, ça dépend des points de vue. Donc chatroulette, souvenez-vous, tout le monde en parlait, c'était aux alentours de février, ça a comblé les nuits de nombre d'entre nous. L'auteur a comblé, voilà. Je ne vise personne, mais certains ont traîné beaucoup sur chatroulette. Hein. Et l'auteur du site a même eu un Webby Awards. Des fois professionnel, excuse-moi. Voilà. Comme toujours, comme les chronophages, tout à fait. Voilà. Donc, comme je disais, l'auteur a même eu un Webby Award cette année, c'est pour dire, c'est chatroulette. Donc, si vous étiez dans une grotte ces derniers mois, je vous rappelle rapidement le principe. Chatroulette a été inventé fin 2009 et le principe, c'est une mise en relation des utilisateurs connectés, aléatoire. Et on se voit via la webcam, on se parle via le micro et on chatte via le clavier. Voilà, en gros. Et les médias s'en sont emparés, mais il y a eu une folie médiatique autour de chatroulette. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup d'utilisateurs le nombre ne cessait de croître, mais surtout parce que chatroulette a un côté obscur, les pénis ou les zigounettes, si ça passe mieux. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, on arrive sur une webcam aléatoire à chaque fois à travers le monde et forcément, il y a des dérapages. Il y a des dérapages et il y en a eu de plus en plus. C'est-à-dire qu'au début, il y a sans doute eu 2-3 personnes qui ont montré leurs organes génitaux sur chatroulette. Tu as l'air étonné. Tu n'es jamais allé sur chatroulette, Sébastien. Je ne suis jamais allé sur chatroulette. Ouais, mais t'as trop de travail je aussi. Je ne te crois pas. Ce n'est pas possible. Et donc voilà, au début, on a commencé à voir par hasard des organes génitaux, évidemment dans l'anonymat le plus complet. Et sans doute qu'il y a eu un effet d'entraînement, ce qui fait qu'à un moment, c'était quasiment sûr
c'était Bah oui, on il y y a arrivait. il y a quoi. une Point. étude américaine récente qui établit que près de 90% des utilisateurs de chatroulette sont des mâles. Et donc, il y a un mâle sur 8 qui dégaine le paquet. Donc, forcément, ça augmente les probabilités de tomber dessus. Hein. Et donc, en fait, on est face à quelque chose qui est, disons, la caractéristique première de ce qu'on appelle vulgairement, et ce mot, et je déteste ce mot, un buzz. C'est-à-dire Voilà. que ça monte très vite. Et ça Et redescend. ça redescend encore plus vite. Alors, Tout à je fait. parle du buzz. Hein. Bah, ça nous a valu quand même de très beaux bullshit qu'on n'a pas sélectionné ici, mais sur M6, sur FC, on a eu droit à des jets testés pour vous, chatroulette, avec les visages des journalistes horrifiés devant « Oh mon Dieu, j'ai vu un pénis », c'était absolument génial. Avec des grandes sorties sur le filtrage Oui. éventuel d'Internet, parce que Et vous ça comprenez, c'est pas confirmait possible. tout ça. Les Les enfants étaient en associations de danger. protection de l'enfance se sont jetées dedans aussi. Ouais, 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 on non, est plus là-dessus, c'était c'est vrai. n'importe Et il y a quoi. Nadine Morano qui voulait faire un ONU de l'Internet. Hein, voilà. Après le Copenhague, voilà. Et donc le mystère en plus était entretenu parce que le créateur n'a pas été révélé tout de suite. Tout le monde se demandait qui pouvait bien être derrière chatroulette et tous ces pénis. Et en fait c'est une interview du New York Times qui a révélé, et c'était un petit peu étonnant voire décevant, que c'était un jeune russe de 17 ans, étudiant, ouais. Un lycéen, Andrew quoi. Ternovsky. Alors nous on a demandé une interview à Andrew, mais on ne sait pas pourquoi il a préféré le New York Times. On était très déçus. Andrew, si tu nous écoutes. Ouais, Andrew n'a aucun goût. Donc voilà, c'était chatroulette. Ouais, juste un mot, aujourd'hui, chatroulette c'est un désert complet. Mais Andrew, c'est pourquoi, c'est à cause donc de ces fameuses zigounettes. Et il veut créer un système de reconnaissance de parties génitales. Et Andrew Ça va. recrute. Non, mais il y a des gens qui ont du temps à perdre, donc du traitement d'images, 24 images par seconde, pour repérer à une image s'il y a des parties génitales. Voilà. C'est pas mal quand même. Hein. Donc, si vous voulez participer à ce système de reconnaissance génitale, il recrute à San Francisco. Donc envoyez un mail à job@chatroulette.com. Formidable. Merci. Merci Andrea. Le dernier des éléments, bon, il y en a eu plein d'autres, hein, mais on a dû faire un choix. Le dernier des événements marquants de ce début 2010. Écoutons un peu. Alors c'est un truc qui est normalement, on doit recevoir. Email d'avertissement que je mets dans la corbeille parce que je suis trop fort. Ok. Alors si tu continues ton souk dans les 6 mois suivants, tu recevras une lettre recommandée. Même pas mal, car je suis invulnérable. T'en veux encore? Très bien. Alors un juge s'occupe ensuite de ton cas. Et tu peux être privé pendant 1 an de ton abonnement Internet. Non mais personne, qu'est-ce qu'il raconte là? Tu risques de rater une amende de 300 000 euros. D'avoir 2000 euros. Et tu peux même te choper 2 ans Alors ce d'emprisonnement. qu'on entend là, évidemment, enfin j'espère qu'on a entendu, c'était Super Adopi contre Super Crapule. C'était un petit cours d'animation diffusé sur France 5. Formidable. Alors on a cru au début que c'était produit par Adopi. Alors je parle évidemment d'Adopi. C'était produit par Adopi. Finalement c'était une espèce d'énorme boulette de France 5 qui avait voulu faire un espèce d'animation éducative sur Adopi. Et ils ont sorti un ramassis de conneries absolument incroyables. Les plus beaux étant que télécharger des fichiers sur Internet, c'était du vol. Alors bon, c'est pas bien, hein, il faut pas le faire, mais c'est de la contrefaçon. C'est très très différent au niveau légal. Et voilà, donc c'était vraiment un super court-métrage qui a été... En fait, ils ont eu quand même l'honnêteté de se rendre compte qu'ils avaient fait de la merde. Donc en fait, ils ont retiré la vidéo et ils sont en train de travailler sur une vidéo un peu plus sérieuse, on espère. Adopi, il faut savoir que ça date de fin 2007. C'était les accords de l'Élysée de Denis Oliven. Après, il y a eu 2009... Christine Albanel. Voilà, 2009, Christine Albanel, c'était le premier débat Adopi. Ça a foiré une première fois, ils se sont fait retoquer au Conseil constitutionnel. Et il y a eu Adopi 2. Qui est finalement passé, mais au forceps. Tout le monde disait cette loi est inapplicable, ça ne marchera jamais. Ils ont continué, ils ont monté Adopi. Adopi existe depuis officiellement la Haute Autorité pour la défense des droits et du piratage. Des œuvres sur Bref, Internet. voilà, tout ça. Je vais y arriver, Non, mais en même temps, il y a Frédéric Mitterrand, il sait pas ce que c'est non plus, donc je vais pas savoir mieux que lui. Ça a été installé en janvier. On attend toujours, on ne sait pas quand le premier mail d'avertissement sera envoyé. Et on a encore été les voir en début de semaine, ils ne savent rien. Et là, quand ils nous expliquent comment ça va marcher, on croit rêver parce que en fait, Adopi, il faut savoir que on va te condamner
non pas pour avoir téléchargé des œuvres illégales, mais pour avoir mal sécurisé ta ligne internet et avoir permis à des méchants pirates de télécharger des œuvres illégales. Donc déjà, rien que le principe de base est complètement kafkaïen, et après, en fait, pour respecter la loi, vu que l'idée de base est complètement conne, en fait, ils ont été obligés d'adapter la loi et de faire des textes complètement inapplicables. Des usines à gaz. Et des usines à, une usine à gaz. Des textes inapplicables, des textes subtils. Voilà. S'il te plaît, Erwan. Alors maintenant, il y a même donc la présidente de la CPD, la Commission de protection des droits, qui est un peu le bras armé de l'Adopi, qui parle d'une loi d'une subtilité qu'elle a jamais vue. Et en fait, c'est une litote parce qu'elle n'arrête pas de dire que c'est une loi extrêmement complexe. Donc voilà, ça c'était vraiment l'énorme fail Adopi de ce début d'année. On attend évidemment avec impatience les premiers mails, les premières lettres recommandées. On va suivre ça de très très près, mais ça devrait être très très drôle. Alors peut-être cet été, peut-être en septembre. En tout cas, je pense que la fin 2010, pour la haute autorité, ça va être un sacré spectacle. Voilà, c'était un peu ce qui nous avait marqué en cette fin 2010. On revient avec toi, Sébastien. Alors, toi, j'ai lu je t'ai entendu sur le coin des abonnés. À No Life, vous parlez en demi-année pour une saison. C'est-à-dire que vous êtes à la saison 7 de No Life, c'est ça? C'est vrai. Alors, oui. Quand même. Eh ben, je crois que c'est la faute d'Alex. Alex, c'est ta faute. Le nombre de saisons en demi-année. Ah voilà, alors. C'est pour qu'on fait un peu les chiffres, quoi. À No Life, on fait une pause à l'été, on fait on fait 2 saisons par année. Parce que, tout simplement, la première saison, on savait pas si on allait tenir l'année complète. Voilà. Donc il valait mieux compter en demi-saison. La première saison, c'était juin jusqu'à Ah non, la première saison, c'était de juin à juin, quoi. Juin à mi-juillet. Ah oui, c'est ça. Juin à mi-juillet. Et puis saison 2, septembre jusqu'à décembre. Et voilà, on enchaîne. Et la saison 8, alors, elle se présente comment? Oula. Ça va. Ben, alors... Donc, je sais que tu as déjà Expo, tu fêtes la fin de la saison, tu vas te reposer, tu vas partir en vacances, tout ça. Oui. En fait, ce qui se passe, c'est que No Life, on est soutenu donc par les gens qui s'abonnent sur le site, donc à la télé de rattrapage, à No Life Online. Et il se trouve que là, sur le début de l'année, il y a eu certains mois, on a un budget très très serré, hein, c'est une très petite opération pour de la télé. Et il y a certains mois où on était un peu en dessous de ce qu'il nous fallait pour vivre. Donc là, on est en train de se faire un peu rattraper par ce creux budgétaire. Donc c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui à Japan Expo avec un gros stock de t-shirts et de produits dérivés à vendre. Alors là, ça a l'air de très bien partir. Merci à tout le monde. Ouais. Mais voilà, ce qui me fait peur aujourd'hui, c'est le mois de juillet. Parce qu'on avait lancé cette formule d'abonnement il y a 11 mois, fin août 2009. Et il y a encore un 12e mois sur lequel on a besoin de nouveaux abonnés. Et comme c'est le mois de juillet, c'est un mois d'été, est-ce qu'il y aura suffisamment de monde qui aura envie de s'abonner à ce moment-là, sur l'été? On ne sait pas encore, donc on est assez inquiet. Mais si on arrive jusqu'à septembre, il y a sans doute moyen de faire des choses pas mal à la rentrée. Parce que là, le 13 juillet, on va avoir des résultats de médiamétrie. Donc tu connais Médiamétrie, Erwan? À peu près, parce que c'est eux qui s'occupent aussi des audiences des sites web, figure-toi. Donc c'est des gens très sympas. D'accord, donc Médiamétrie, ça mesure l'audience à la télé. Et depuis le 1er mars, ils prennent en compte l'ADSL. Donc No Life, chaîne atypique, seulement ADSL. Voilà, depuis le 1er mars, No Life est mesuré sur le panel d'utilisateurs Médiamétrie. C'est-à-dire qu'en fait, avant le 13 juillet, pour une certaine partie assez intéressante pour vous qui s'appelle les annonceurs, voilà, la pub. Vous étiez invisible, vous n'existiez pas en fait. Complètement. Voilà. Et donc là, le 13 juillet, on va avoir enfin des chiffres, on va avoir une certaine moyenne qui va nous permettre de nous comparer à d'autres chaînes et qui va nous permettre de montrer aux annonceurs qu'il y a des gens qui regardent No Life. Et voilà, c'est intéressant de passer de la pub, tout simplement. Et donc pour travailler avec les grosses régies télé, c'était indispensable, ces chiffres. C'est des choses qu'on attend quand même depuis 3 ans, quoi. Mince. Il est temps, quoi. Si je peux me permettre. Mince. Je tenais juste à vous féliciter, vraiment bravo. Tout à l'heure, en fin de matinée, on est allé voir l'enregistrement en live de Marcus et c'était noir de monde, c'était incroyable. Et franchement, Marcus, je pense que mais c'est parce que Marcus c'est quelqu'un d'extraordinaire. C'est incroyable. Marcus qui est là, qui nous snob. Mais oui, Marcus a décidé de voir tous ses fans et la file d'attente ne faiblit pas. Mais Marcus ne faiblit pas non plus.
J'entends qu'on se moque de moi, alors Jacour, alors qu'est-ce qui se passe? Non, félicité. Voilà. Un héros, Marcus. Merci. Bravo pour tout à l'heure, c'était Noir de Monde, on était bluffés quoi. On a bien rigolé, puis alors moi j'ai kiffé d'être sur scène en train de faire l'andouille comme si c'était À Johnny faire Hallyday. Arthur et tout. Oui, voilà, c'était ça, c'était terrible. Avec David Hasselhoff aussi. J'aime beaucoup les podcasts d'Erwan, alors je suis très content de passer 5 secondes. Erwan, attends, malheureux. Oui, L'écran.fr, c'est tout. Oui, de tout le monde, mais oui, je sais bien. Mais moi je connais Erwan depuis longtemps, alors je l'aime bien. Alors, donc là, tu as décidé, Marcus, de signer jusqu'à ce que ça ferme, je mourrai sur scène. Non, j'arrête à quel 18h30, mais il y a encore une bonne heure de gens, donc ça fait. Il y a des gens qui sont en train de nous maudire parce qu'on cinquantaine de personnes, donc je vais les On va se retrouver faire parce qu'ils taper, attendent. je fais pense. des gros bisous à tous les gens d'écran.fr. Merci Marc, Bon courage. Merci Marcus. Est-ce que vous avez déjà des projets pour la rentrée, des choses qui vous motivent? Il y a plein de choses qu'on a dans les cartons en fait. Si vous voulez, No Life, on a toujours été limité par les moyens, par les sous. Voilà. Ouais, Et il y a tellement de choses qu'on voudrait faire encore. Franchement, si on arrive à aller jusqu'à septembre et qu'on peut se lancer avec les gens qui renouvellent leurs abonnements, s'ils le veulent bien sûr. Oui, on force on va pas les personne. forcer. Ouais. Sous vos applaudissements sont là. Voilà. Et avec la pub, l'arrivée, ça va prendre du temps à se mettre en place, mais là, les choses sont en train de se mettre en place vraiment. Il y a tellement de choses qu'on voudrait faire encore. C'est formidable. C'est magnifique. Suspense. Mais bon, c'est vrai qu'on n'est peut-être pas hyper critique, mais c'est vrai qu'en fait, depuis le début, nous on aime beaucoup No Life, on aime beaucoup ce que vous faites en tout cas, et on a commencé un partenariat sur écran.fr, hein, donc tout à fait. Donc on retrouve tous les vendredis, sauf aujourd'hui parce qu'on n'était pas dans nos bureaux, donc on n'a pas pu le faire. Donc tous les vendredis, une émission de No Life. On a déjà passé le style Live 3, on a déjà passé Superplay, Oscillation de Macha. C'est formidable, voilà. Et on est très heureux. Merci à vous, Erwan. Merci à toute l'équipe de nous accueillir sur écran.fr. Voilà, et on se retrouve en tout cas l'année prochaine, maintenant. Alors peut-être sur No Life aussi, hein, peut-être. Alors là, il y a des caméras qui nous filment de No Life. On est en train de faire un petit essai. On va voir ce que ça donne. Mais voilà. nous, on aime bien le podcast. On aimerait bien faire quelque chose. Voilà, sait-on jamais. On se retrouve de toute façon. Au moins sur écran.fr, sur le podcast dans vos oreilles l'année prochaine. Continuez à lire écran.fr pendant l'été quand même. Oui. Il y a des rediffs tout l'été sur No Life. Oui, des rediffs, et il va y avoir des choses sympathiques sur No Life Online. Voilà. Et la semaine prochaine, il y a la Japan Expo, n'oubliez pas aussi. Avec Alors on va voir. Là en fait, il faut que je parle à Alex parce que c'est lui qui a tout décidé. Moi, je suis au courant de rien. On ne me dit rien, No Life, il faut le savoir. Mais on annoncera tout ça sur le site et à l'antenne. Très vite. Merci Sébastien, c'était le 22e et dernier épisode de la première saison du podcast d'écran.fr. On se retrouve en septembre, salut. 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 Erwan, un héros.